C'est évidemment toujours étonnant de parler à la caméra plus qu'à des gens dans une salle. Mais on est là ce soir pour parler en fait de deux livres qui sont nés parce que on vit depuis maintenant une année une crise majeure, qui est une crise sociétale, une crise sanitaire, une crise économique, et que beaucoup de gens finalement se disent on ne peut pas simplement espérer que ça s'arrête et qu'on revienne au monde d'avant. Et que c'est peut-être l'occasion de réfléchir à ce que pourrait être finalement une capitalisation positive de cette crise pour sortir de ce qui est finalement une organisation d'une société où l'argent prédomine, le commerce prédomine et l'humain est moins important. Et donc, ce serait, peut-on dire, suicidaire même de revenir à cette situation parce ça nous a mis face à un mur. Ces deux livres parlent au fond de solutions possibles dans différents domaines. Et puis ce soir, on va parler plus de ce qui touche à la santé. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir la docteuresse Yvette Barbier, médecin de famille, médecin communautaire, qui a toujours défendu une vision sociale de la médecine ambulatoire chez nous et ailleurs. Nous avons aussi la professeure Valérie Dacremont, infectiologue, et qui s'intéresse et s'occupe de la santé numérique comme outil d'aide à la décision médicale, utile ici et ailleurs, et qui va nous parler aussi justement de l'utilisation positive du numérique et des limites peut-être du numérique. Et la troisième personne orateur que nous avons ici est le professeur Nago Imbert, qui a dédié toute sa vie, on peut dire, ou presque toute sa vie, à développer des soins palliatifs, à faire reconnaître des soins palliatifs en pédiatrie. Et c'était tellement difficile en Suisse qu'il a dû s'expatrier au Québec et de là revenir en Suisse pour montrer que ce qu'il avait créé au Québec était aussi et peut-être utile pour la Suisse. Et son autre volet est qu'il s'est beaucoup intéressé à la santé internationale et qu'il est le membre fondateur de médecins, président fondateur, devrais-je dire, de Médecins du Monde suisse. Voilà, je donnerai peut-être la parole au premier à Yvette Barbier. Elle se dit médecin d'en bas. Et alors, comment est-ce qu'elle voit maintenant cette crise et comment est-ce qu'elle voit, au fond, les possibilités? Elle a écrit son texte il y a maintenant presque 6 mois, donc, au fond, avant même la deuxième vague. Est-ce que elle a écrit est encore d'actualité? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle écrirait différemment maintenant? Merci. Alors effectivement, je suis un médecin d'en bas et je tiens à cette définition et c'est de là que j'ai l'intention de vous parler. Mon idée en participant à cet effort de réflexion, c'était qu'il fallait d'abord analyser les années que j'ai pu voir de mes yeux, après 10 ans de médecine hospitalière et 37 ans dans mon cabinet de médecin de famille, et tirer profit de tout ce que j'ai pu observer pendant cette période sur l'évolution du système de santé et l'impact de l'arrivée du néolibéralisme dans le domaine de la santé sur l'évolution vers un monde médical où la santé était perçue comme un marché, où on a constamment opposé la santé publique et on a attaqué la santé publique et peu à peu on a privé la santé publique de ses ressources au bénéfice de privés qui eux ont compris que c'était un magnifique espace dans lequel s'engouffrer pour engranger des bénéfices considérables. L'effet de cette opposition a
conduit à un système délétère qui est celui qui, dans le fond, privatisait les bénéfices et collectivisait les pertes. Et son impact sur le médecin de famille, sur la santé ambulatoire qui me concernait, c'était que peu à peu, la relation médecin-patient se trouvait corrompue, en particulier parce que le patient était encouragé à devenir un client et le médecin était réduit au rôle de prestataire de soins. La valeur, c'est-à-dire l'argent, prenait le pas sur les valeurs, c'est-à-dire l'éthique médicale. Donc, dans ce contexte, la pandémie est arrivée comme un révélateur et en peu de semaines a permis de constater que ce modèle dominant avait amené à un échec total de capacité à répondre à cette pandémie. Donc une deuxième partie a trait à une analyse au quotidien de la pandémie, de la communication et des différents problèmes qui ont révélé et qui ont mis en évidence l'échec du modèle néolibéral. On peut penser à la pénurie de masques, on peut penser à l'impréparation générale des autorités sanitaires alors qu'une loi sur l'épidémie avait été votée et permettait de prendre les mesures adéquates plus tôt. On peut penser à la révélation du gradient social dans notre société en face de la santé, en voyant sortir de l'ombre des gens, tous les exclus du système qui étaient obligés de sortir de l'ombre parce qu'ils avaient simplement plus accès à la nourriture et aux soins. Donc, une fois ce constat fait, il fallait chercher des pistes et, comme le disait Bernard, des pistes pour voir comment, en sortant de crise, développer de nouveaux modèles qui permettraient de prendre ce virage tout à fait souhaitable de la sortie du néolibéralisme et pour ce faire, se plonger dans l'histoire des 30 dernières années permettait de trouver des pistes parce que les gens n'avaient pas rien fait pendant ces 30 dernières années. Toutes sortes de projets étaient ébauchés et en ce qui concerne la médecine de famille, je pense qu'il faut reprendre les thèmes qui avaient déjà été développés, qui étaient d'une part la reconnaissance au niveau universitaire de cette médecine, avec la montée en force des médecins de famille dans nos facultés, la création d'instituts de médecine de famille, qui chez nous s'appellent maintenant Unisanté, qui sont des instituts dotés de certains moyens pour à la fois s'occuper de soins, mais aussi de formation des futurs médecins et de recherche. Évidemment, une des pistes sera de renforcer d'une manière très importante ces systèmes. Ça implique, c'est un corollaire du renforcement de la médecine publique, de redonner à la médecine publique sa vraie place et surtout les moyens financiers pour l'occuper. Une autre piste, c'est de réfléchir en termes de moyens et comment répartir les moyens dans le domaine de la santé et d'avoir une vraie réflexion sur le coût-bénéfice de différentes stratégies. Pour cela, il faut renforcer tous les efforts de ce qu'on appelle maintenant la smart medicine, c'est-à-dire de faire une vraie analyse en termes de coûts et bénéfices des différents domaines de la prise en charge des soins. Et évidemment, ceci ne doit pas être l'œuvre seulement des médecins, mais ça doit être un effort collectif qui repose sur une pédagogie de la société par rapport à pouvoir réfléchir sur ces sujets et pas tomber et sortir des pièges de la médecine fondée que sur le matériel.
ça implique que le médecin lui-même se remette en question dans un triangle où les prises de décision qui infléchiront l'évolution de la médecine publique seront prises en co-construction entre les médecins, les autres membres du personnel soignant qui sont les infirmières et les patients. Et j'insiste sur le fait que les patients doivent reprendre un rôle actif dans ce débat public, parce que sans eux, il n'est pas possible d'aménager un système de santé différent. Pour que les médecins de famille puissent prendre une part plus active dans le champ de la médecine, il faut bien sûr tenir compte de ce qu'ils ont déjà présenté eux-mêmes sur le plan politique, c'est-à-dire qu'il y avait une initiative pour la médecine de famille qui a été retirée en faveur d'un contre-projet qui, d'une part, rendait une importance à ces médecins, d'autre part, était censé revaloriser aussi leur travail. Et il faudrait donc juste prendre l'élan politique suffisant pour mettre en œuvre ce contre-projet, puisque maintenant il y a un article constitutionnel précis sur la médecine de famille. Il faut aussi prendre en considération l'initiative qu'a présentée le personnel infirmier, et on peut voir au travers de la pandémie l'importance qu'il y a à se pencher sur la question du personnel soignant en termes de formation, en termes de reconnaissance, en termes de qualification. Et il faut repenser aussi l'équilibre entre une médecine ambulatoire de qualité et une médecine hospitalière et ne pas les opposer. Donc c'était un peu dans ce sens-là que je terminais ma contribution modeste sur une note relativement optimiste. Ma pratique des traitements de crise m'avait montré que pendant une crise, l'être humain devient plus mobile et capable de réflexion et de changement, mais que le temps de cette mobilité intérieure de l'être humain n'a pas une durée très longue. On considère que si on fait un traitement de crise, en psychiatrie par exemple, qu'on a à peu près 3 mois pour introduire des changements. Le but d'un traitement de crise étant d'arriver à un nouvel état qui soit meilleur que le précédent. Donc, mon postulat à la fin de la première vague, au moment où ce livre est paru, c'était de dire l'individu dans notre société vient d'être frappé de plein fouet par une crise, c'est donc le moment d'agir et d'appeler à ses ressources pour donner des pistes pour un monde différent. Donc ma conclusion était relativement optimiste. Si tu me demandes quel est mon sentiment après la deuxième vague, je suis moins optimiste. Pendant la première vague, il y avait des manifestations de solidarité indéniables, il y avait une espèce d'unanimité à suivre les directives d'un conseil fédéral qui s'appuyait sur des scientifiques, mais pas que. On a vu pendant la première vague souvent intervenir l'éthicienne de la task force qui parlait d'éthique, qui disait chaque vie humaine a la même valeur, a une valeur égale. Et ceux qui, comme moi, émettaient certaines critiques se faisaient répondre « on est toujours plus intelligent après ». C'était la réponse universelle, on est plus intelligent après, c'est facile de critiquer. Sauf que l'après est venu au mois de septembre et les dirigeants ne se sont pas tellement montrés plus intelligents dès lors que les réouvertures ont été trop rapides et que la deuxième vague, si on prend seulement un chiffre, a fait à peu près 3 fois plus de morts que la première. Mais là, le discours commençait à s'infléchir, il y avait moins de solidarité. Pendant tout septembre-octobre, on entendait dire « mais oui, il y a plus de cas, mais c'est des jeunes, c'est pas grave, les hôpitaux ne sont pas surchargés ». Et il a juste fallu attendre
que l'épidémie se développe, évidemment, elle atteigne des catégories plus vulnérables et que le nombre de morts commence à augmenter. Et à ce moment-là, le discours, qui était chaque vie humaine a une valeur égale, est devenu mais après tout, ce sont des vieux qui décèdent, ce n'est pas si grave, on ne peut pas sacrifier la jeunesse sur ces valeurs, les gens en ont assez. Et là, on n'a plus tellement vu les éthiciens à la télévision, on a plutôt vu les politiques de droite qui jusque-là avaient fait un peu profil bas, remonter en puissance et essayer de reprendre le dessus sur la question de la santé. On a vu ce retour en force des idées libérales qui se sont appuyées d'une manière perverse sur le mot liberté. On veut être libre, c'est une valeur, le Suisse a la liberté dans ses gènes, etc. Et on a vu se dissoudre cette solidarité, on a vu des critiques, d'ailleurs parfois assez amusantes, de personnes politiques de droite réclamer pratiquement la nationalisation de l'usine qui produit des vaccins, etc., etc. Et surtout, on arrive dans ce climat qui est nettement moins sympathique, aujourd'hui même, à une situation où on ne sait pas si on a même pu assimiler le message de la deuxième vague, dès lors qu'aujourd'hui même, on est dans une situation où on pense qu'il est possible qu'on soit au début d'une troisième vague, mais qu'en même temps, la pression est extrêmement forte pour une réouverture rapide et peut-être exagérée de différentes structures sociétales, disons. Et là, on voit que le discours, en tout cas le mien, deviendrait relativement plus pessimiste en disant on n'est pas sûr qu'à travers la crise pandémique, l'individu dans notre société a eu le temps de changer, d'analyser et d'infléchir ses positions. Et là, on peut se poser la question de ce que j'appellerais un déficit pédagogique. Les gens ont été informés, mais d'une manière qui n'était jamais tellement profonde et ne permettait pas des réflexions complexes. Les médias ont joué un rôle, de mon point de vue, assez décevant parce qu'on a eu beaucoup d'émissions sur des petits faits, mais qui n'étaient pas liés entre eux et qui n'étaient pas souvent analysés dans leurs différentes dimensions. Et on se trouve avec un gouvernement qui est relativement fragilisé par la montée des attaques de tous bords et dont on n'est pas très sûr qu'ils tiennent vraiment la barre d'une main ferme. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Yvette Barbian. Au fond, si j'essaye de résumer, je dirais la première chose que j'ai compris, c'est que la crise a plutôt été révélatrice des inégalités et non pas la cause. Ça, c'est quand même la première chose importante à relever de ce que tu as dit. D'autre part, elle a mis en évidence que la santé publique était dans une situation comme ça extrêmement importante et qu'on l'avait au fond appauvrie et qu'il fallait peut-être dans un futur se dire il faut la renforcer plutôt que l'appauvrir, que ce que je pourrais appeler des filières de soins étaient importantes, centrées autour du patient. C'est vraiment le patient et les soignants. On voit que c'est important, les ressources humaines autour du patient sont importantes. On a eu tendance pendant de nombreuses années à plutôt dire on travaille à flux tendu dans les hôpitaux et on se rend compte que dès qu'il y a plus, ça devient ingérable. Donc on doit former, c'est ce que je comprends, entre autres, oui. Et qu'il faut revaloriser ou continuer à valoriser parce que dans le canton, je dirais que c'est quand même quelque chose qui est bien en route depuis quelques années. La médecine de proximité, la médecine
familiale ou communautaire. Et puis, la note un peu pessimiste, c'est de dire cette solidarité qu'on a sentie, ou cette réflexion au fond novatrice qu'on a sentie au début, après une année, au fond quand même de restrictions sociales, elle s'effrite un peu, et les solidarités sont un peu moins fortes. Pendant toute cette année, on a quand même beaucoup utilisé la santé digitale. On a utilisé les moyens digitaux pour essayer de suivre l'épidémie, essayer de la comprendre. Et probablement que la professeure d'Acremont est une des personnes qui est dans le canton de Vaud et celle qui a le plus œuvré là-dedans. Est-ce qu'elle peut nous parler un peu de tout ça pour voir aussi quelles sont les limites justement de la santé, on dirait de la santé digitale, puisque sa contribution dans ses livres est la santé digitale, un écran de fumée, point d'interrogation. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors il faut dire que le point de départ, enfin comment je suis tombée dans la marmite de la santé numérique, c'était pas vraiment par passion pour les écrans, c'est plutôt par nécessité. C'est-à-dire que toujours j'ai gardé à l'esprit que ça ne pouvait être qu'un moyen quand c'était utile et quand en général ça reste simple et jamais une fin en soi. Mais c'est vrai que travaillant dans les maladies tropicales, dans les pays en Afrique, étant confronté à toutes ces maladies infectieuses compliquées et exotiques, on s'est bien aperçu qu'il y avait une masse d'informations géographiques, temporelles, de signes cliniques qui devenaient tellement complexes que ça devenait difficile de faire manuellement sur un bout de papier un diagnostic. Et c'est de là où est arrivée l'utilité, la nécessité de petit à petit rendre ça plus interactif pour le médecin ou pour la personne de santé publique en utilisant ces nouveaux écrans. Au début, on utilisait les PDA, là c'était même pas encore des smartphones, pour pouvoir aider la personne en temps réel lorsqu'elle fait une consultation avec un patient. Et petit à petit, ça s'est développé comme ça. Et c'est là qu'est arrivée cette pandémie. Et évidemment, il y a eu tout de suite un engouement pour tout ce qui était numérique. Les gens se sont dit, bon, bah, c'est ça qui va nous sauver, on va s'en sortir, vu qu'on doit être à distance les uns des autres. Alors tous ces outils numériques vont être la solution. Alors évidemment, nous, dans le train, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut faire des téléconsultations? On a commencé à développer des outils numériques pour guider justement les personnes, pour savoir si elles devaient faire un test, par exemple. Et donc on a fait voilà, notre travail très vite. Et du coup, l'avantage d'avoir dû le faire très vite en urgence, c'est que ça devait être simple. Et qu'on s'est aperçu, oui, c'est une opportunité quand on développe des choses toutes simples qui peuvent aider très concrètement les gens, partant vraiment d'un besoin du terrain et non pas d'un outil qui existerait développé par une start-up qui ensuite cherche sa niche pour pouvoir placer sa nouvelle innovation. Et donc effectivement, on a pu aider, on a pu soutenir, mais je pense qu'on a aussi quand même assez vite déchanté. Même nous, je veux dire, on s'est aperçu que quand ça devenait trop compliqué, on n'arrivait pas à maintenir l'outil, que le système de santé n'étant quasiment pas numérisé, quand on met un petit outil dans un coin mais que tout le reste est sous papier, ben on n'arrive pas à fusionner les choses. Donc très souvent, je me suis retrouvée à reprendre mon stylo et mon bout de papier pour faire mes petits calculs et comprendre on en est où dans l'épidémie, combien de cas, combien d'hospitalisations, etc. Et pour le télétravail, ben finalement, on n'a jamais mis en place une plateforme parce qu'on s'est vite rendu compte que les gens étaient déjà tellement seuls et isolés que c'était justement une opportunité de pouvoir enfin voir quelqu'un, surtout son médecin, qu'il ne fallait surtout pas renvoyer tout le monde chez soi avec des téléconsultations. Et puis on a vite déchanté aussi parce que les gens se retrouvant en télétravail, au début c'est rigolo, mais au bout d'un moment, les gens vont commencer à souffrir terriblement, à se sentir voilà, complètement seuls. Et de même dans les écoles aussi, au début, on s'est dit, bon, est-ce que
les outils numériques, super, les élèves vont faire du travail à la maison, etc. Moi j'avais mon fils chez moi avec son écran d'ordinateur là, qui essayait de suivre. Et puis on s'est vite rendu compte que pour les inégalités entre les élèves et tout le reste, ça allait pas du tout. On est complètement revenu en arrière. On a dit priorité absolue, il faut que les enfants puissent retourner à l'école. Et même les outils, les apps pour suivre les gens, faire du traçage des contacts, etc., ont été finalement quasiment boycottés par la population. Les gens l'ont utilisé un peu, mais assez peu. On a voté contre le passeport électronique, en tout cas privé. Donc on voit bien que la population, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, c'est pas le débat ici, mais en tout cas n'a pas beaucoup acheté ces nouvelles apps. Donc voilà, la question c'est quelle utilité, où est-ce que ces outils seraient vraiment utiles et quel impact ils ont. Et c'est sûr que m'intéressant aussi à l'écologie, je me suis vite posé des questions sur qu'est-ce qu'on était en train de faire quand on numérisait tout ça. Et je devais donner un cours à des étudiants sur la santé numérique et j'ai profité de leur faire un petit exercice pratique. Vu que tout le monde était en confinement, télétravail à la maison, je leur ai dit prenez votre journée d'avant, quand vous vous rendiez au travail ou à vos études, que vous alliez faire votre cours de yoga avec vos amis et que vous sortiez au théâtre ou au cinéma. Et puis faites le calcul de votre impact carbone pour une telle journée. Puis maintenant, vous faites la même chose pour votre journée numérique. C'est-à-dire, vous êtes en télétravail, vous faites toutes vos réunions via Zoom, etc. Votre cours de yoga, il est à travers un écran. Et puis, vous sortez plus le soir, vous faites du streaming à la maison sur un fil. Et en fait, le calcul spectaculaire que les étudiants ont découvert, c'est qu'en fait, leur impact écologique était bien pire, souvent, pas toujours, mais souvent, en étant à la maison, parce qu'on minimise complètement l'impact de toutes ces données, de ces données qui circulent, qui sont stockées sur des grands serveurs, qui nécessitent une électricité gigantesque, qui du coup ont un impact sur l'environnement désastreux. Et ça a étonné beaucoup les gens, parce qu'ils étaient vraiment persuadés qu'en ne prenant pas leur voiture, forcément qu'ils étaient automatiquement plus écologiques, mais c'est pas si simple que ça. Et les mêmes questions se posent d'ailleurs pour les programmes qu'on développe en Afrique, où on a justement des petites applications sur des tablettes pour guider le clinicien dans les centres de santé primaires, là où ils ont peu accès au diagnostic, peu de connaissances pour pouvoir les aider et les guider. Mais là aussi, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est durable, des programmes comme ça? Qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on amène toutes ces tablettes au fin fond de l'Afrique? Et dans toute cette mouvance, on s'est mis à collaborer avec le Centre de durabilité de l'UNIL, avec la faculté des géosciences, et on est en train d'analyser vraiment qu'est-ce qu'on est en train de faire en Afrique. Alors on amène des tablettes pour sauver des vies, surtout ces petits-enfants qui meurent beaucoup trop souvent. Et en même temps, peut-être qu'on pourrait, avec l'impact carbone de toutes ces datas, de toutes ces tablettes, finalement tuer plus d'enfants que ceux qu'on a sauvés avec nos consultations numérisées. Donc il faut absolument qu'on fasse le bilan de ça, et un étudiant est allé pas plus loin qu'il y a 2-3 semaines là, sur le terrain pour commencer à voir un petit peu tous ces impacts du numérique, et s'est aperçu que comment on allait recycler toutes ces tablettes. Et au centre de recherche où on travaille depuis plus de 10 ans, s'est aperçu que dans un grand placard étaient entassées depuis 10 ans toutes les tablettes qui ont une obsolescence programmée, qui fait qu'on les achète, au bout d'1 an et demi, on peut à peu près plus les utiliser. Et elles s'entassent, et quand on demande à nos collègues africains, et puis on va faire quoi de toutes ces vieilles tablettes inutilisables, on attend une information du gouvernement. Donc le gouvernement ne sait absolument pas quoi faire avec ces tablettes, il ne sait déjà pas quoi faire avec le matériel électronique que nos pays riches leur envoient pour s'en débarrasser. Donc on a un problème gigantesque de recyclage, et je me suis aussi aperçue en faisant tout ça, ce que certains savaient déjà mais que moi je ne savais pas, et que je commence maintenant à dire haut et fort dans les congrès de santé numérique, c'est qu'en plus on parle de ressources limitées, et que le vrai or dont on parle, on dit c'est les data, c'est le nouvel or, etc. En fait pas du tout.
c'est les minéraux, les terres rares, etc. C'est ça le vrai, là où la guerre entre les pays va se développer pour fabriquer tous ces outils numériques. Et pour l'instant, comme on recycle rien du tout, peut-être que dans 10 ans, on n'est même plus capable de fabriquer une tablette. Donc du coup, est-ce que vraiment ça a un sens de développer, d'implémenter toutes ces tablettes en Afrique? C'est une vraie question, c'est une question que j'ai posée aussi à l'OMS et ils sont tombés par terre, ils n'avaient pas vraiment pensé à ça. Bien que leur priorité de santé publique soit la catastrophe climatique, ça c'est sûr, mais il faut vraiment faire les liens entre toutes ces choses et se poser les bonnes questions. Et en collaboration avec nos collègues de l'EPFL qui font toute l'intelligence artificielle et le machine learning sur nos datas, ça a aussi créé des interrogations. Ma collègue qui s'est mise à faire des calculs d'impact carbone de ces algorithmes et qui s'est aperçue que quand on analysait nos données avec nos bonnes vieilles petits calculs mathématiques habituels, on arrivait à un niveau de précision qui était pas mal, avec peu d'impact sur l'électricité et la consommation. Et quand on commence à faire du machine learning, l'impact devient complètement gigantesque. C'est des équivalents de X 1000 allers-retours jusqu'à New York en avion, pour un bénéfice additionnel de précision du diagnostic qui est finalement assez modéré, si ce n'est négligeable. Donc vraiment tout est à repenser pour peut-être finir sur une note positive. Je pense que vraiment si c'est des low-tech, si on va à l'essentiel des choses simples, comme peut-être le dossier électronique du patient, où là, nos collègues en Afrique sont en l'occurrence beaucoup plus avancés que chez nous parce qu'ils arrivent à déployer un dossier universel qui permet là vraiment avec des simples données commencer à comprendre, à faire de la santé publique. Et je pense que là, il y a du potentiel, comme l'a démontré l'expérience en Israël, où ayant un pays qui avait un dossier universel, ça a permis d'évaluer l'impact du vaccin Covid, sans lequel on n'aurait pas été sûr du tout que tout ce qu'on faisait là avait une utilité. Donc là, ça a eu l'électronisation a eu vraiment une utilité pratique immédiate qu'il faut garder. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut vraiment se poser des questions à chaque étape et à chaque utilisation du numérique. Merci beaucoup. D'accord. Au fond, si je reprends un petit peu, la première chose, c'est qu'on doit bien comprendre que la santé numérique, c'est un moyen, pas une fin en soi. Deuxièmement, que ça peut être vraiment une aide au diagnostic réelle, dans la mesure où la schématisation, ou une schématisation qui est présentée sur une tablette à des soignants peut vraiment aider à sauver des vies humaines parce qu'on ne passe pas à travers des erreurs diagnostiques. Par contre, il faut que ce soit plutôt quelque chose de simple, accessible à tout le monde, et que le dossier du patient universel est peut-être quand même une voie à suivre que l'on n'arrive pas à mettre ici en place pour toutes sortes de raisons. Que la téléconsultation peut être utile en temps de crise pour garder le lien avec un patient, mais ne va jamais remplacer. Il n'est pas la panacée, vous avez dit, donc ne va pas remplacer finalement la rencontre avec le soignant. Et que le télétravail a montré aussi ses limites comme soignant, mais de manière générale, parce que ça crée un isolement social et aussi des inégalités dans la formation. Et qu'en plus, ce dont on se rend compte maintenant, plus que jamais, c'est que ces outils ont un impact sur l'environnement et que cet aspect-là, finalement, doit limiter notre utilisation de la santé numérique, mais du numérique en général. Est-ce que ça va, comme si je résume comme ça? Tout à fait. Alors, professeur Ambert, c'est à vous maintenant que je donne la parole pour nous dire, au fond, du point de vue de la santé, justement, publique, qu'est-ce qui a manqué, d'une part, et puis, d'autre part, à l'international, quand vous analysez un peu, vous quand même qui êtes toujours entre deux mondes ou entre trois mondes, qu'est-ce que vous voyez que la pandémie a révélé peut-être aussi, et quels seraient peut-être les enseignements qu'on peut tirer?
Merci beaucoup, Bernard. D'abord, tu t'es pas présenté, je trouve que ça va être intéressant pour les gens qui nous regardent. Tu n'es pas un journaliste à infrarouge, quand même. Moi, il s'appelle Favre. Hein, quand même. Il s'appelle Favre. Bernard Morel est aussi un pédiatre qui a beaucoup voyagé, qui a vécu longtemps au Nicaragua et qui était un pédiatre qui est intéressé par la pédiatrie sociale aussi. Juste pour comprendre que ces remarques que tu fais sont basées sur une expérience importante. Là, je suis un peu troublé pour parler un petit peu, parce que cher professeur, je suis en train de créer une application de soins palliatifs pédiatriques avec Médecins du Monde pour les pays africains, avec laquelle je travaille depuis 1 an et qui va être terminée. Je suis un peu, voilà, je m'avais un peu troublé dans le... Je pensais que c'était bien ce qu'on était en train de faire, mais enfin c'est important, ça va nous remettre en question sur beaucoup de choses. Je ne m'attendais pas à ça ce soir. Pour répondre à ta question, Bernard, ce qu'a prouvé là, et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a eu ces 2 phases. Il y a eu cette phase de solidarité, on est en crise, on vit quelque chose, il y a eu le pire et le meilleur, hein, comme toujours dans les crises, dans les guerres, il y a toujours eu des collabos, des résistants, enfin bref, il y a eu des choses belles et pas belles. Et là, il y a eu quand même un bel esprit au départ. Il y a eu une solidarité également avec les soignants. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et pour moi, c'est intéressant, c'est que ce que tu disais, Bernard, aussi, c'est que ça a révélé quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire un système de santé qui est bras de ballon en Suisse, qu'on a le meilleur du monde, c'est tellement la meilleure médecine générale du monde, mais ça fait des années qu'on casse ce système. Et à force de casser le système de santé publique, je parle bien, hein, eh bien, quand il y a une crise, ben, c'est hyper révélateur. Fermeture des hôpitaux, les lits, personnel soignant, pression sur le personnel, et ça, je pense, ça roule. Comme tu disais, Bernard, tant bien que mal, quand la mer est calme, mais quand il y a une tempête, ben, on voit que tout ça ressort. Et pour moi, c'est ça aussi, la leçon qu'on devra tirer sur cette crise. Je ne suis pas sûr qu'on va la tirer d'ailleurs, et malheureusement. Autre chose, je pense que ce que ça a montré aussi, c'est notre énorme dépendance vis-à-vis de l'étranger. On a vu pour les masques, on a vu pour les gels, on a vu pour toutes sortes de médicaments. Et ça, c'était tout à fait étonnant de voir qu'en Suisse, je veux dire, ce pays, ce paradis de l'industrie pharmaceutique, quand même, eh bien oui, mais il manque ceci, il fait ça, parce qu'on n'a pas les ingrédients, ça vient de Chine, parce que ça vient des Indes, parce que... Et ça, je pense que c'était révélateur, et je pense que ça aussi, c'est une autre leçon. Et puis, ce qu'il faut dire, quand tu as parlé simplement qu'il y a un peu un retournement de situation contre les personnes plus âgées maintenant, les gens n'ont pas compris, ce n'est pas les personnes âgées qu'on a protégées, c'est le système de santé, c'est tout à fait différent, et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Quand ils disaient qu'il faut qu'ils restent chez eux, il faut qu'on les vaccine d'abord, c'est parce que les services de réanimation allaient exploser. Et c'est un manque de solidarité aussi, et ça je pense qu'on l'a absolument mal expliqué. Et puis pour moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans la première vague et la deuxième vague, c'est les effets, ce que j'appelle collatéraux. C'est, pour ceux qui ont fait un peu de médecine humanitaire, pour toi qui vas en Afrique aussi, on sait très bien, quand il y a une catastrophe, ceux qui payent le plus, c'est ceux qui ont des maladies chroniques. Hein, c'est les diabétiques, les insuffisants rénaux, et cela, parce qu'ils sont totalement oubliés. Mais ici, c'était un peu la même chose. On a remis des chirurgies, on a peut-être pas fait les diagnostics comme il fallait, on a remis le scanner, et je pense qu'il va y avoir un rebond là-dessus. Au Québec, on le voit déjà. Il y a déjà des problèmes de gens qui sont certainement décédés à cause des restrictions, de renvoi de chirurgie, de chimiothérapie, et choses comme ça. Et je sais que les oncologues suisses, je me rappelle, avaient fait un cri d'alarme en disant « Attendez, les gens continuent d'avoir des cancers, continuent d'avoir des maladies, et là, et ça c'est très, je dirais, la toxicité humanitaire, c'est-à-dire qu'on va tous au même endroit quand il y a une urgence, et puis on oublie tout le reste. C'est comme s'il n'y avait plus de santé primaire, parce que aussi, je m'excuse de le dire, c'est là qu'il y a les caméras, c'est là qu'il y a la visibilité. Ça, c'est pour moi très important. Et puis, pendant cette situation, c'était assez terrible au niveau des soins palliatifs. Parce que, à cause des barrières sanitaires, des gens sont morts
dans un moment de notre vie, je vais le dire, sans faire de bourre, où on a peut-être besoin d'avoir quelqu'un à côté de soi, on a peut-être besoin d'avoir ses proches. Ça, c'est la première chose, surtout dans les EMS, et puis dans les services de réanimation. Au nom de la Covid, au nom de l'épidémie, je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrances, d'autres traumatismes que les traumatismes physiques. Et puis, il y a les rituels qui n'ont pas pu être faits. J'ai organisé avec la santé publique neuchâteloise une cérémonie au mois de septembre pour tous les patients qui étaient décédés, toutes les personnes qui étaient décédées, pas du Covid, hein, de tous les gens qui étaient décédés dans le canton de Neuchâtel. C'était assez étonnant, laïque, hein, et c'était assez beau. On avait très peur avec les médecins cantonaux de ce qui pourrait ressortir. Les politiques sont dit on sera là au premier rang, mais si ça foire, ça va être de ta faute. Si ça marche, on sera très heureux de le récupérer. Mais ce qui m'a blessé moi, ce qui m'a ému, c'est que des gens sont venus me parler après cette cérémonie. Et deux personnes, dont une dame me disait, moi on m'a appelé, mon mari était dans un EMS, et puis on m'a dit, il va pas très bien, il faudrait peut-être venir. Quand je suis arrivé, il était déjà emballé et parti. Et donc je n'ai pas pu voir, parce qu'on dit, nous, il ne faut pas le voir, le Covid, l'épidémie et tout ça. Je ne sais pas que c'est des deuils impossibles, mais c'est des moments, je crois, très importants. Et ça aussi, ça a été une leçon qu'on doit retenir. Et puis, je dirais, et je reviendrai sur la gestion, ce que tu disais tout à l'heure est très juste. Moi, j'ai cette impression-là. Hein, c'est qu'on a laissé aller Berset dans la première partie, et puis très vite, la deuxième, la droite du Conseil fédéral, il a dit, bon, écoute, on t'a laissé parler maintenant. Nous, on va voir, nous, c'est l'économie. Et effectivement, les pressions qu'il y a actuellement n'ont plus rien à voir avec les conseils sur la de spécialistes, j'en suis pas, hein, de santé publique, qui pourraient dire attention, troisième vague. Et tout. On le voit en France, les tensions sont terribles actuellement. Aussi en France, sur un reconfinement qui serait une défaite pour Macron. On s'en fout. C'est pas ça le problème, c'est la santé. Mais là, on a vu ce virage-là, et également cette révolte un peu des gens. Je ne parlerai pas des complotistes et des choses là. Et puis ce qu'on a vu apparaître, ouais, je ne sais pas si vous avez vu ça, on a beaucoup aimé, c'est le nombre d'experts spontanés qu'on a vu arriver sur des plateaux de télé qui se contredisaient et ça c'était très 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 mauvais. Je parle pour les patients. Quand tu disais très justement que sans le patient on ne peut rien faire, nous avons un programme à la faculté de médecine de Montréal de patients partenaires. C'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne, y compris avec les étudiants en médecine, et ensuite dans les programmes. Et on a, dans tous les hôpitaux, des comités de patients. Et ça, je trouve qu'on apprend énormément sur des comités d'usagers, c'est obligatoire, c'est dans la loi. Et moi, j'ai pas simplement travaillé avec eux dans ce qu'on montait les soins palliatifs pédiatriques, et ça, on n'a pas ici. Ça manque un peu ce côté partenaire, on est encore dans ce moment, je dirais, un peu colonialiste de celui qui sait, et puis au patient qui doit subir, il doit être patient, comme on le dit. Ce que je dirais sur qu'est-ce qu'on a retiré maintenant, qu'est-ce que je dirais d'autre après, un peu de déception comme toi, pas très positif, malgré le miracle des vaccins qui était fait en record. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est justement les écrans. Parce que déjà, quand je découvre en deuxième année, j'avais 300 étudiants. Il y en a 150 qui ne viennent pas, et puis il y en a 100 qui sont sur Facebook, une cinquantaine qui écoutent à peu près. Donc, ils sont déjà très sur l'écran. À l'hôpital, tu as des gens autour de toi, ils n'ont pas vu le patient, ils ont 3 symptômes, ils ont déjà 33 diagnostics, ils n'ont toujours pas ausculté le patient parce qu'ils sont sur c'est ce que j'appelle la médecine iPad. Et ça, c'est terrifiant, quoi. On a l'impression qu'ils ne touchent plus les patients, qu'ils ne les auscultent plus. Donc, ce côté-là d'écran et de médecine digitale, dans tout ce que ça peut apporter de bien, comme disait Bernard et comme tu le disais, c'est pas un but, hein, c'est vraiment un moyen. Avec cette période-là, j'imagine les gens qui sont rentrés en première année maintenant à Montréal, imagine-toi, ça fait 1 an qu'ils sont quasiment derrière des écrans. Et moi, je déteste donner des cours comme ça, je vous le dis. Je ne sais plus à qui je parle, enfin bref, moi j'aime l'interaction, mais eux-mêmes, déjà ils sont déjà très pris sur les écrans, et puis il y a beaucoup de médecins, même en Suisse, qui ont fait beaucoup de médecine écran,
qui, par peur de l'épidémie aussi, et tout, disaient on va faire par téléphone ou sur le coin, et les gens avaient besoin de rencontrer leur médecin, mais physiquement, je le dis, et ça c'est très très important. Et puis, pour moi, je terminerai un peu là-dessus aussi, c'est un peu mon data aussi, ça a montré aussi ce que c'était la pénurie du personnel de santé. On a travaillé là-dessus, Bernard aussi était là avec nous il y a quelques années au CHUV, on avait fait une journée sur les pénuries du personnel de santé. J'ai fait partie d'une commission il y a 15 ans ou 12 ans, je ne sais plus, à Berne, avec M. Devalère, de la FMH, la présidente de l'ASI, donc les infirmières. Moi, je représentais les ONG médicales pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est un véritable... Ça n'a rien à bouger. 48% au CHUV, 52% au HUG viennent de l'autre côté de la frontière. Et puis, c'est pas parce qu'ils veulent. C'est pas une question de dire il faut engager les Suisses, il n'y en a pas. C'est tout. C'est pas un choix, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, ils les engagent parce qu'ils les payent moins. Non, 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 non. Ils payent la même chose, simplement il n'y a pas assez d'infirmières. Il va en manquer 20 à 30 000 en 2030. C'est après l'Asie. Ça coûte 100 000 francs de former une infirmière, 1 million en étudiant en médecine. Et puis, on est le pays le plus riche du monde. Et on n'est pas foutu, je m'excuse d'être un peu vulgaire, former nos propres médecins pour notre propre population et nos propres infirmières. Ce qui veut dire que c'est une double peine pour les autres. Ça veut dire qu'on va piquer d'abord du côté français, parce que les Québécoises qui venaient il y a 30 ans, c'était sympathique, hein, mais c'était autre chose, elles venaient pour faire une expérience. Maintenant, c'est tout à fait autre chose, c'est le besoin. Et puis, c'est-à-dire qu'on retire des infirmières, donc des soignants, à la France qui les a formés, sans payer la formation. Donc nous on est gagnants. Et donc, quelqu'un m'avait dit une fois, c'est une conseillère fédérale qui m'avait dit, elle avait une réunion avec un ministre allemand qui leur avait dit, il y a 2000 ou 3000 médecins assistants allemands qui font tourner les hôpitaux en Suisse allemande, elle dit, moi je vais vous envoyer la facture de notre formation. Et puis j'ai un truc, si jamais je les augmente de temps, les salaires des médecins assistants, puis vous n'avez plus un Allemand qui va venir chez vous. Donc, ça je trouve, et là, ben, je pense qu'on devrait compenser. Et puis, la Suisse paye un coup d'information à ce... Parce que c'est vicieux. Nous, on prend les Français, et puis, on prend les Allemands d'un côté, eux vont prendre dans les pays de l'Est, qui vont prendre en Afrique, et il y a cet horrible statut en France, faisant fonction d'internes, qui sont que des Africains, qu'on paye très très mal ou pas. Et je pense que là, et on retire effectivement en Afrique ou dans des pays qui en ont le plus besoin. Alors ça, pour moi, c'est un des problèmes qu'il faudra un jour résoudre. Je terminerai par l'histoire des vaccins. Tu me dirais qu'est-ce qu'on aurait fait d'autre. Alors pour moi, c'est le scandale actuel pour moi de cette pandémie. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que c'est la foire à l'empagne, c'est le souk. Vous avez un pays, je m'excuse, tu l'as cité tout à l'heure, qu'on met devant, qui s'appelle Israël. Mais il faut arrêter. Israël, ils ont payé 2 fois, 3 fois le prix du médicament, contre le fait qu'ils vont donner les informations de sa propre population à la pharma, et à côté de ça, ben, les Palestiniens ils peuvent crever parce qu'on ne va surtout pas leur donner le vaccin. Donc c'est pas vraiment un exemple magnifique, parce que tout le monde dit c'est génial. C'est vrai qu'au niveau vaccinal, ils ont été très bons. Ils ont un système de santé qui marche, ils ont une armée qui fonctionne très bien. On n'a qu'à faire la même chose en Suisse. On n'a qu'à prendre l'armée puis vacciner comme des fous. Enfin, c'est autre chose. On n'a pas les vaccins. Et l'autre scandale, c'est que les pays où je vais, quelques pays africains où je vais, ils n'en auront pas des vaccins. Donc, ils m'ont dit, mes collègues, ils rigolent, les collègues, on n'aura pas de vaccin ou à la fin. Donc là, déjà, il y a une immense injustice. Et donc, il faut casser cette histoire de brevet. On a des lois qui le permettent, lors de pandémies, en France, en Suisse, on pourrait exiger. Et je pense que c'est déjà arrivé, rappelez-vous, avec les médicaments avec le sida, quand les Indiens ont gagné, de pouvoir faire leurs propres antiviraux. Et puis, je pense qu'on pourrait très très bien le faire aussi. On l'avait fait à l'époque avec Bernard sur l'hépatite C, rappelle-toi, on a fait toute une campagne pour le médicament qui coûtait 200 300 000 francs la dose. Pour que le brevet soit cassé, on n'a pas gagné, évidemment. Et on ne gagnera pas. À entendre ce qui se passe, on ne gagnera pas au niveau fédéral, au vu des positions politiques qu'il y a. Voilà.
Voilà, donc si j'essaye encore une fois de résumer un peu, la première chose, c'est que quand on a eu cette première vague, il y a eu vraiment une solidarité spontanée, plutôt individuelle et émotionnelle, on dirait, mais pas vraiment une réflexion sur les solidarités sociales. L'autre chose peut-être que je peux retirer, c'est que, au fond, ça a bien mis en évidence que la médecine privée n'a pas su répondre à la crise, et que c'est bien, au fond, la santé publique, et là il faut quand même reconnaître que le système de santé publique, avec tous les défauts, a bien répondu chez nous. Et a su s'adapter de manière remarquable aux défis, en particulier de soins aigus, en créant des soins intensifs, en doublant le nombre de soins intensifs pratiquement en Suisse, et en tout cas dans le canton de Vaud. L'autre chose que cette crise a révélée, c'est peut-être plus que jamais, c'est la dépendance vis-à-vis d'autres pays, en particulier de la Chine et de l'Inde. Tout à coup, les gens ont découvert ce qu'on disait déjà depuis un certain nombre d'années, c'est que le 80% des médicaments sont fabriqués dans ces deux pays. Et que tout à coup, c'est eux qui maîtrisent. Et puis, l'autre chose que ça a révélé, c'est que on parle de toyotisation des hôpitaux. C'est quoi? C'est faire comme Toyota est fait dans ses systèmes de production de voitures, dans les hôpitaux, c'est-à-dire qu'on travaille à flux tendu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de stock, mais on sait qui sait où on peut aller chercher quand tout fonctionne bien. Mais quand ça se grippe, on se rend compte qu'on n'a pas de stock et que tout tombe, tout s'écroule en termes de fourniture de médicaments, fourniture de tous les besoins en matériel qu'on a, mais aussi en termes de personnel. Et l'autre chose qui a été soutenue, c'est qu'on n'a pas formé assez de personnel en Suisse, et ça c'est vraiment une grosse lacune, et que non seulement on ne forme pas, mais qu'on va piller le personnel à d'autres pays qui en auraient tout autant besoin que nous, voire plus. Et puis peut-être encore l'autre inquiétude, c'est de voir que la médecine est devenue peut-être trop technique, avec un centre, on voit, au lieu de s'intéresser au patient, on voit le patient à travers l'iPad. Et là, il y a quand même une réflexion importante à avoir. J'aimerais peut-être revenir quand même encore peut-être sur l'histoire des vaccins. Je voulais peut-être, on peut nous dire à quoi on en est avec les vaccins. J'entends, et c'est important, de dire, même l'OMC a prévu dans ses structures que l'on pouvait, en cas, disons, d'importance, disons, de société, déroger au sacro-saint principe du brevet. Et l'OMC a créé l'idée, dans sa structure, de licence obligatoire. Et donc, si on n'utilise pas, pour casser l'histoire du brevet, la licence obligatoire prévue par l'OMC, qui n'est quand même pas une organisation particulièrement socialiste ou progressiste, dans une situation de pandémie qui est la nôtre, actuellement, je ne sais pas quand c'est qu'on l'utilisera. Et je pense qu'il faut lutter là contre, il faut absolument lutter contre les brevets. Parce que c'est la solution, à mon avis, par laquelle cette pandémie sortira, c'est-à dire que ce vaccin soit universel. Je vous laisse un tout petit peu parler des vaccins maintenant. Oui, alors les vaccins, je suis complètement d'accord que c'est le plus grand scandale qu'on puisse imaginer. Quand j'étais en Tanzanie là, récemment pour mes projets, comme j'ai vu qu'au fin fond la campagne, on me regardait quand même un tout petit peu de travers parce que je suis blanche et que j'amènerais peut-être le Covid, absolument, surtout dans un pays où malheureusement le président a déclaré que le Covid n'existait pas. Alors ça a pu avoir certains avantages pour le fait que les gens continuent à être bien traités pour la malaria, être bien vaccinés pour les vaccinations de base. Mais la situation est plus compliquée que ce que je m'étais imaginé. Dans les villages, j'ai vu les personnes âgées mourir, et puis à un âge beaucoup plus jeune que chez nous, évidemment, à cause de toutes ces maladies chroniques.
Et c'est vrai que du coup, voyant leur méfiance, je leur ai dit vous inquiétez pas, je suis vaccinée, je ne peux plus vous le transmettre. J'ai la chance d'être vaccinée travaillant dans la filière Covid. Et j'ai vu que ça les rassurait. Et ensuite, des gens sont venus me demander en secret où est-ce que vous avez trouvé le vaccin? Où est-ce que je pourrais l'acheter? Et puis la question d'un pas, il n'est pas trop cher, j'espère. Et moi, je ne savais pas quoi leur dire, j'avais le cœur fendu et ces jeunes gens me disaient mais c'est pour mes parents au village parce qu'on les voit tous mourir. En fait, nous, on ne pouvait plus travailler avec nos projets parce qu'ils passaient leur temps à faire des funérailles, en fait. Donc c'est là que j'ai vraiment réalisé cette histoire de vaccin et je suis complètement d'accord que c'est un scandale. À la fois, j'aimerais bien qu'en Suisse, ça puisse aller plus vite, mais d'un autre, je me dis, il y a d'autres pays qui en ont encore plus besoin que nous. Malheureusement, c'est pas parce qu'on vaccinerait moins chez nous qu'il y en aurait plus en Tanzanie, donc c'est pas des vases communicants, donc de toute façon... C'est pas non plus la solution, mais je pense qu'effectivement tout le problème du brevet est vraiment quelque chose de totalement scandaleux et que c'est l'occasion unique de changer ça. Donc, tout à fait. Et puis en même temps, c'est vrai qu'on n'a jamais créé un vaccin aussi rapidement. Oui, c'est ça. Oui, alors là, c'est là qu'on voit que si la technologie est utile et utilisée vraiment, là on en a besoin, comme pour le numérique d'ailleurs. C'est bien. Je pense on pourrait dire en termes de technologie, en termes de numérique, on a aussi des ressources limitées. Si on dit on a droit à ça de data et de bases de données, il faut les distribuer équitablement. Ouais. C'est-à-dire que plutôt que chez nous on puisse faire du jogging en se mesurant en continu sa fréquence cardiaque, peut-être que ces datas-là feraient mieux d'être utilisées pour un outil palliatif en Afrique. Qu'est-ce que vous avez contre ça? Je cours comme ça. Il y a des priorités dans un monde à ressources limitées et donc c'est pareil pour les technologies. Il y a peut-être des technologies des objets inutiles qu'on pourrait remplacer par des vaccins plus utiles. Alors ce que tu as dit, si je peux te permettre, c'est que il y a une fausse idée qui circule actuellement, c'est que les Africains ne sont pas touchés, ou très peu touchés, ce qui est totalement faux. On a dit oui, c'est parce qu'ils sont plus jeunes, c'est parce que c'est des générations très très jeunes, enfin bref. Et puis la malaria, les coups, enfin tout entendu. Et moi, les contacts que j'ai régulièrement, toutes les semaines, avec les 4 pays où je vais régulièrement, c'est pas du tout ça, c'est une catastrophe totale. Actuellement au Bénin, ça ne va pas du tout. Au Togo, le professeur Vélo, avec qui me dit, je l'ai eu 2 fois, là mon chauffeur va pas bien, je vais l'amener se faire tester, donc quand je téléphone, j'entends que des choses comme ça. Donc ça c'est faux aussi, je pense qu'ils ont d'autres choses. Pour mourir, on est bien d'accord, mais effectivement il est là, et ce que tu as dit est très important, pour les gens qui sont sur le terrain actuellement, et notamment les cordeaux de médecins du monde, c'est un peu difficile parce qu'effectivement c'est une maladie amenée par les Blancs et on a craint un moment aussi que... Et puis, il faut arrêter, on ne peut pas faire les mêmes mesures barrières en Afrique, pour ceux qui sont allés en Afrique. Comment voulez-vous fermer un marché, me disait une collègue, un pédiatre, mais des nagos qui disaient. C'est les gens qui viennent, ils vivent de ça. Donc il y a des gens qui viennent vendre, puis des gens qui viennent acheter pour nourrir leur famille. Tu fermes le marché, c'est pas possible, ils meurent de faim. Donc ça aussi, il y a des mesures barrières, c'est compliqué. Donc effectivement, le vaccin devrait être une bonne solution. Moi j'aimerais encore juste rebondir pour terminer sur, au fond, l'impact que peut avoir justement l'environnement. On a vu que c'est intéressant l'idée qu'en étant à la maison et faisant du télétravail, on avait probablement un impact oui, ça, c'est fou, ça. Plus grave que si on allait travailler suivant les cas. Et je pense que c'est important aussi de voir quelle est la relation entre santé et environnement et comment est-ce qu'on devrait peut-être, disons, mieux en parler, parce qu'au fond, là, moi je vois dans la région où j'habite, c'est l'Est vaudois, on est quand même très impacté avant par la Tamoil qui était la raffinerie, mais aussi par Syngenta qui est une grosse entreprise, comme vous savez, de médicaments et de produits phytosanitaires. Et il y a un impact sur la santé que l'on ne veut pas voir.
et qu'on a beau en parler, les gens, finalement, pour en faire une maladie, par exemple, professionnelle, c'est extrêmement difficile. Je pense que vous avez une expérience là-dessus qui... Regarde la question de l'amiante. Il a fallu plus de 40 ans pour faire reconnaître le mésothéliome dû à l'amiante comme une maladie professionnelle. Donc moi, ce que j'aurais aimé dire à ce stade de nos discussions, c'est qu'on est tous d'accord qu'il faut des changements. Moi, c'est le facteur temps qui m'inquiète le plus actuellement, parce que si on entend les avertissements des climatologues et autres sur le temps qui nous reste pour provoquer les changements, et si on voit d'un autre côté le temps qu'il a fallu par nos processus pseudo-démocratiques dans tous les domaines, santé, environnement. Quand j'étais jeune médecin, on avait une association de médecins pour la santé et l'environnement. Regardez par exemple le temps qu'il a fallu en Suisse pour ne toujours pas avoir une législation adéquate concernant le tabagisme. Regardons ce qui s'est passé en Valais dernièrement, quand on a trouvé tous ces terrains pollués par la Lonza aux abords de Viège, et le temps qu'il faut pour soi-disant réparer ce dégât à la nature et à la santé. Il y a des alertes qui avaient été lancées par les médecins du coin. Et on voit comment chez nous, ces thèmes, quand ils arrivent, on les englue suffisamment longtemps pour que le bon peuple, qui est soi-disant souverain, passe à autre chose. Donc moi, j'ai quand même une inquiétude par rapport au temps qui nous reste pour introduire les changements qui sont non seulement souhaitables, mais absolument indispensables pour éviter d'aller dans le mur. Et je pense que ce qu'on peut, par contre, puisque tu nous avais demandé aussi des pistes, essayer de repartir. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans des domaines différents, tous ici parlaient de processus qui partent d'en bas. Les programmes informatisés qui essayent de répondre aux besoins réels d'une population soignante et pas qui sont promus par un gouvernement XYZ dont le dictateur a un ami informaticien. Les programmes d'en bas par rapport à la formation des soignants, etc. Et je pense que si on a quelque chose à retenir de l'histoire, c'est que, à mon avis, la dernière chance qu'on a, c'est qu'il y ait des mouvements d'en bas, et c'est pour ça, encore une fois, que en tout cas personnellement, je me suis engagée dans ce livre, parce que c'est sur les mouvements d'en bas que le peuple souverain, espérons-le, pourrait reprendre la main et infléchir une politique qui jusqu'à présent est dominante et qui nous envoie dans le mur. Et alors, si j'essaie de faire un lien entre l'avant-pandémie 2019, grève des femmes, marche pour le climat, je dirais 2021, sur quelle base d'en bas on peut repartir? Eh bien pour moi ça sera sur les mouvements écologiques, mais pour lesquels on doit faire un effort pédagogique pour qu'on puisse entrer dans la complexité du problème, et les mouvements féministes. Pourquoi? Parce que pour un mouvement social de bas vers le haut, les femmes pourraient être des acteurs, actrices intéressantes, dès lors que, à travers la crise pandémique et lors du confinement, tout montre que les femmes ont passé de la double tâche à la triple tâche, en assumant leur télétravail, en assumant les tâches domestiques comme la majorité des tâches domestiques et en assumant l'école à la maison. Et qu'on voit que aussi pendant la même période, les violences domestiques ont augmenté. Donc, plus que d'autres, peut-être les femmes pourraient continuer sur leur tendance grève des femmes et reprendre le collier pour amener des changements sociétaux. Et par rapport à la question écologique, je pense quand même qu'une analyse bien faite de la survenue des pandémies qui est forcément liée, non pas le virus n'est pas tombé du ciel comme
le disaient beaucoup de politiques au début de la pandémie. Ah, mais on n'est pas préparé, on ne savait pas, on ne savait pas. Moi, j'étais à un congrès de virologie dans les années 2005 ou 2006, quelque chose comme ça, où Laurent Kayser, etc., annonçait les pandémies et les liait clairement au changement écologique, à la déforestation, etc. Donc, nous étions tous avertis et nos dirigeants ont laissé faire une loi sur les pandémies, mais se sont empressés de ne pas l'appliquer, en particulier en ce qui concerne l'obligation d'avoir des réserves. Et là, les chiffres le montrent, on a économisé 900 millions, je crois, en 2018 pour ne pas renouveler la réserve théoriquement obligatoire de masques, et on a dépensé 2,7 milliards en mars 2020 pour acheter des masques, etc. Les exemples sont nombreux. Donc, c'est sur ces forces d'en bas que je pense que nous devrions nous appuyer pour encore essayer d'éviter la catastrophe. Les inégalités sociales ont été révélées et aggravées à la faveur de la pandémie. Les inégalités nord-sud ont été révélées, mises en évidence et augmentées pendant la pandémie. Je pense qu'il ne faut pas plus d'avertissement, il faut de l'action. Merci. Valérie Dacremont, je rebondis sur une question qui est arrivée par YouTube. C'est le temps qu'il reste. En fait, vous êtes à Extinction Rebellion. Est-ce que c'est la réponse pour un médecin? Question qui vient de l'extérieur? Oui. Ah oui, très bien. S'il n'y avait qu'une seule réponse, ça serait facile. Non, je pense que les marches pour le climat, les marches féministes, Extinction Rebellion, tout ça aide énormément. Je pense amène vraiment une interrogation sur qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer les choses vu qu'on a si peu de temps. Et je pense que ce qu'on a appris aussi avec cette épidémie, c'est que quand on impose des décisions prises en haut sur la population et qu'elle n'a pas participé à réfléchir et à l'élaboration de ces décisions, elle ne peut que les rejeter, déjà parce qu'elle ne les comprend pas et qu'elle n'a pas tous les tenants et les aboutissants pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Donc je pense qu'il y a une urgence à ce que les gens puissent participer, et c'est une des revendications évidemment d'Extinction Rebellion, mais pas seulement, de beaucoup plus de gens, de plus en plus de gens, d'avoir un moyen démocratique, bien plus démocratique encore ce qu'on a par exemple des assemblées citoyennes, pour réfléchir à ça. Il y a urgence probablement à mettre sur pied des assemblées citoyennes. Moi je rêverais d'une assemblée citoyenne sur la santé pour le canton de Vaud déjà, pour qu'on puisse, que les gens participent et disent bon, après ce Covid, qu'est-ce qu'on va faire? Alors est-ce qu'on triple les hôpitaux avec X soins intensifs de plus, ou alors est-ce qu'on met des gros programmes de prévention pour améliorer l'hypertension, perdre du poids, ce qu'on aurait dû faire déjà depuis une année, qu'on n'a pas fait, donc on se retrouve toujours dans le même problème d'avoir pas assez de place aux soins intensifs. Donc cette décision, elle ne peut pas être imposée par en haut, parce que le réflexe des gens, c'est évidemment de dire ben, on veut plus de place aux soins intensifs, si on n'a pas toutes les réflexions autour de ça. Donc il faut que les gens puissent comprendre, être exposés, réfléchir, peut-être finalement décider oui, on décide qu'on veut plus de soins intensifs, très bien, mais peut-être, alors ce sera au moins en toute connaissance de cause, ou alors dire oui, même si c'est pénible la prévention, c'est peut-être quand même la solution. On a vu qu'en faisant les pompiers et les curatifs dans cette épidémie, ça a été la cata. Donc la prochaine fois, il faut absolument prévenir ces problèmes. Bernard, si je peux me permettre, c'est intéressant parce qu'avec Michel Buller, quand on a commencé à réfléchir sur ce livre, c'était effectivement qu'on s'est inspiré des mots de Macron qui disait « nous sommes en guerre ». Et nous, on a dit, ben, alors, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la résistance. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un programme de la résistance. Et notre grande espérance était qu'après ce grand marasme, ces grandes peurs aussi, eh bien, il y aurait une prise de conscience et on aurait un vrai programme de la résistance, c'est-à-dire une caisse unique, qu'on arrête de voir des patients comme des clients, où on y va au cas par cas, à la pathologie par pathologie, qu'on remette le patient au centre de nos préoccupations, qu'on arrête l'hospitalocentrisme et qu'on aide la médecine générale et
qu'on a dans la région, qu'on arrête de faire courir les infirmières de son domicile avec des espèces de machins où elles pitonnent dessus le nombre de minutes qu'elles sont avec le patient, c'est-à-dire qu'elles puissent refaire leur boulot d'infirmière. C'était cette révolution-là qu'on avait. C'est de montrer que le système, il ne fonctionne pas comme ça, que, comme tu le disais très justement, Bernard, malgré tout, le système public a fonctionné, a tenu le coup, et sans lui, ça aurait été encore plus catastrophique si on avait compté sur le privé, parce que le privé, c'est normal, il doit faire du profit, ce qui n'est pas le cas de la santé publique. Et pour moi, ça a raté. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas cette prise de conscience, comme tu dis, sur le fait que, est-ce qu'on va continuer comme ça? Et je prends l'exemple douloureux du canton de Neuchâtel. C'est un exemple assez intéressant. Le gouvernement décide qu'ils vont fermer l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, en gros. Non, ils commencent, je m'excuse, qu'ils vont fermer la réanimation. Et là, catastrophe, 2000 personnes dans la rue, je ne sais pas quoi. Et là, une spécialiste, une gestionnaire de la santé dit ils sont très émotionnels dans le haut. C'était vraiment intelligent de dire ça, ça a juste bloqué les gens, c'est tout. Et j'en discutais avec le ministre de la Santé qui me disait mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis mais vous avez perdu la votation sur un plan. Oui, c'est de l'émotion, mais la politique, c'est de l'émotion. Vous n'avez pas fait de pédagogie. Peut-être que c'était juste de fermer la réanimation à la Chaux-de-Fonds et que tant de lits était suffisant pour un canton comme Neuchâtel. Mais il faut l'expliquer. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, les gens en haut? Ils ont dit, on va mourir. C'est trop loin si je fais un infarctus. Et si tu expliques ce qui se passe, que la prise en charge, et que finalement, non, on n'en a pas besoin, et qu'il y a un service qui va te prendre en charge de la Chaux-de-Fonds, il n'y a pas de pédagogie. Et c'est ça que tu dis. Et c'est ça qu'on dit, c'est que ça a un déficit de pédagogie exactement comme il y en a maintenant, et également sur le plan de la communication. Je dis 2 mots sur la communication. C'est que ça communique extrêmement mal. Je prends l'exemple de cours qu'on fait sur l'annonce de la mauvaise nouvelle. Hein? On sait très bien qu'un patient, il va retenir très peu de choses s'il va aller quelque part pour attendre un diagnostic, le résultat. C'est cancer, pas cancer. Vous dites qu'il a un cancer, il est sidéré. Vous dites qu'il n'a pas de cancer, il est libéré, mais c'est plus ce que vous avez dit après. On est d'accord? Et puis c'est après qu'il va dire, il y a un traitement, il y a quelque chose, et tout ça. Ben, ici, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on communique, je trouve, comme si tu as un cancer, puis tous les jours, on te dit, ben, Bernard, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Puis mardi, ça va un peu moins bien. À mercredi, ça va beaucoup mieux qu'au traitement. Et c'est ce qu'on fait avec la population. Et on était anxiogène dans cette communication, à tout va. Télé, radio, on ne parle que de ça. Ça suffit. Communiquer 1 fois par semaine, ça suffit amplement. Et là, c'est devenu... Alors je sais, parce que j'ai travaillé aussi avec un peu de médecins cantonaux, comme tu le fais, ils ont une pression des journalistes, les médecins cantonaux, c'est terrifiant, quoi. Non. Là, je pense qu'on a... Alors, sur la communication par rapport à la Covid, je pense qu'on n'a pas été très bon, on a été anxiogène vis-à-vis de la population, avec des messages évidemment aussi contradictoires. Je vais peut-être juste encore reprendre une dernière contribution des gens qui nous ont écoutés. Ah. Et quelqu'un dit, et si on ne vaccine pas dans les pays du Sud, l'épidémie va se poursuivre, y compris avec le danger de mutation, oui, et nous revenir comme un boomerang. Mais c'est ça. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord? Ah oui, merci beaucoup. Totalement. 100%. D'où l'importance, finalement, que ces vaccins ne soient pas l'occasion pour que des firmes pharmaceutiques s'enrichissent, mais qu'elles soient bien, au fond, obligées de déposer le brevet, Ouais. et que le vaccin devienne gratuit, ou en tout cas accessible à tout le monde. Et je crois que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important si on réfléchit et qu'on veut penser à un monde de demain, un vrai monde où on construit une planète qui est pour le bien public. Eh bien, je crois que si on n'arrive pas à résoudre ce problème, ce sera une fois de plus la faillite du système dans lequel on vit, et peut-être de nouveau un appel extrêmement sérieux à lutter pour un autre monde différent et plus juste. Je vous remercie de cette table ronde. J'espère que ceux qui nous ont écoutés auront bien participé. Je vous rappelle que si nous étions réunis, c'était pour parler des contributions de 3 personnes à 2 livres, Tumulte post-coronal, les crises, en sortir et bifurquer, et l'autre, Manifeste 2020, urgence pour un autre monde et ne pas revenir à la normalité. Merci de nous avoir écoutés
Au revoir. Merci Bernard. Merci à toi. Merci.